Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans la 11e web émission Artiste-Auteur, un statut dédié à la comparaison entre le marché francophone de l'édition et le marché anglo-saxon. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Digard, qui est auteur. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et Anna Jarota et Célia de l'agence Anna Jarota, qui ne sont pas visuellement avec nous ce soir car il y a des petits problèmes de stabilité de connexion mais qu'on entend. Bonsoir Anna, vous nous recevez ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Parfait. Bon, au moins, parce que c'était très important de vous recevoir et de vous entendre, l'agence Anna Jarota a une vraie spécialité dans les cessions de droits à l'étranger et ça va nous permettre d'avoir un éclairage très intéressant sur les deux types de marchés et comment ça fonctionne dans les deux cas. Alors, on va commencer par toi, Nicolas. Déjà, comment vas-tu? Première question. Ça va très bien. Tu as une particularité, Nicolas, c'est que tu connais les deux côtés du miroir, à la fois le marché francophone de l'édition et puis le marché anglo-saxon. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis l'expérience que tu viens de vivre avec l'un de tes albums de littérature jeunesse? Oui, bien sûr. Moi, en fait, j'ai plusieurs casquettes déjà, puisque je suis à la fois scénariste et à la fois auteur en jeunesse comme en littérature générale d'ailleurs. J'ai écrit des livres comme des séries de dessins animés, etc. Donc, du coup, j'ai aussi l'habitude de travailler avec un agent, en tout cas dans l'audiovisuel. Donc j'ai eu cette expérience-là, et en fait l'expérience pour laquelle j'imagine tu m'as demandé de participer à ce live, c'est qu'en fait il y a quelques années, avec ma co-autrice Myriam Daman, on a écrit un texte qu'on a fait illustrer par une illustratrice espagnole qui est hyper connue dans le marché anglo-saxon, un peu moins en France. Et quand on a voulu faire éditer ce conte en France, on a eu assez peu de réponses et une proposition vraiment pas très intéressante. Et donc on a décidé, comme de toute façon on avait dû traduire le texte du conte pour que Julia Sarda puisse le lire et le comprendre. Comme on l'avait traduit en anglais, on s'est dit qu'on allait demander aux agents anglais de Julia de le proposer sur le marché anglo-saxon. Et donc du coup ils l'ont fait, et on a eu la chance de trouver un éditeur qui nous a édité. Et à partir de là, le livre a été publié non seulement en Angleterre, mais il a été après vendu en France, où tout d'un coup, tous les éditeurs français étaient très intéressés par le projet. Donc tu veux dire qu'au début, les éditeurs français n'étaient pas très intéressés, et puis qu'ensuite, ils étaient intéressés, mais la proposition n'était pas très intéressante. Voilà, on va reformuler comme ça. C'est ça ? En fait, en gros, pour te dire, on a eu très peu de réponses. On a eu une proposition d'un gros éditeur qui a mis 1 an à nous faire la proposition, qui nous a dit qu'il était intéressé, qui a mis 1 an à nous faire la proposition financière, parce que le graphiste parlait pas anglais, donc ça la gênait. Enfin bref, c'était très compliqué. Et oui, donc personne n'était intéressé. Et quand le livre anglais est arrivé sur le marché français pour l'adaptation, à ce moment-là, l'agent qui était responsable des ventes de droits à l'étranger nous a dit: nous, on n'a jamais vu des éditeurs français se battre autant pour un livre. Et donc tout d'un coup, il a été édité en France chez Gallimard. Donc nous, on est hyper contents d'être chez Gallimard, parce que c'est quand même une belle maison. Donc voilà, donc c'est l'histoire un peu étonnante de ce livre. Et du coup, on a été amené à travailler avec Myriam sur le marché anglo-saxon, sur le marché anglais d'ailleurs, pour être plus précis, en Angleterre, et voir un peu les différences qu'il y a, notamment être représenté par un agent. On n'est pas représenté en France pour les livres. Moi, je suis représenté uniquement pour l'audiovisuel. Et donc, c'était intéressant de voir les différences, les différences qu'il y a sur ces deux marchés. Peut-être que tu nous en diras plus précisément, enfin plus après, mais on va parler à donc Anna et Célia. Vous êtes toutes les deux agentes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'agence Anna Jarota et puis votre activité? Oui, donc l'agence existe en France depuis plus ou moins une dizaine d'années. Mais avant, moi personnellement, je travaillais dans une grande agence britannique à Londres, et c'est là où j'ai appris mon métier. Donc, je l'exerce toujours à l'anglo-saxonne. Et malgré le fait que l'agence est complètement parisienne et elle est établie en France, mais au début, je pensais que j'allais introduire le métier d'agent littéraire en France. Je l'espère toujours, mais je rencontre énormément de
difficultés en France et c'est un vrai challenge, mais je continue et j'espère que ce métier d'agent littéraire va faire partie un jour de paysage de l'édition française comme dans tous les autres pays au monde entier. Et qu'est-ce que tu vois comme différence? Ah pardon, je t'en prie. Oh, pardon. Moi, je m'appelle Celia Long. Je travaille avec Anna. Je suis directrice de droit étranger à l'agence. Donc, ça fait à peu près 18 mois que je suis à Paris à l'agence. Avant, j'ai mon parcours... et j'ai commencé à Penguin Books, l'une des plus grandes maisons d'édition à Londres, où j'étais pendant 8 ans à peu près. Donc, j'ai aussi appris le métier façon londonienne. J'ai apporté mes connaissances de Londres à Paris, où je vends des droits aux côtés d'Anna. Je vends les droits internationaux pour nos auteurs à l'agence. Très bien. Voilà. Et toutes les deux, alors, Anna et Célia, alors, avec des expériences évidemment différentes, je sais qu'Anna aura sûrement des choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans la différence, dans la pratique du métier, de, je dirais, défendre les auteurs et autrices, et puis leurs conditions d'exercice de leur métier? Qu'est-ce qui diffère entre la France et l'étranger? Il y a énormément de différences. Déjà, il y a une opposition de la part des éditeurs français vis-à-vis des agents, parce qu'un agent littéraire se met toujours du côté des écrivains. Nous défendons les droits des écrivains, et tandis que les éditeurs, bien évidemment, ils défendent leurs propres droits. Donc, nous sommes un pont, en quelque sorte, entre écrivains et éditeurs. Nous nous mettons du côté de l'écrivain. Donc, les éditeurs n'aiment pas ça. Les éditeurs aiment beaucoup traiter directement avec les écrivains, parce que très souvent, les écrivains n'ont pas de connaissances ni juridiques, ni du marché pour défendre leurs droits. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les éditeurs de traiter directement avec les écrivains qui n'ont qu'un rêve d'être publiés et qui sont très souvent d'accord pour des conditions qui sont proposées sans avoir pris les vraies connaissances de ces conditions. Et ça peut créer des frustrations, ça crée des frustrations à long terme, très souvent. Et Agent, justement, est là pour trouver des compromis, parce que nous avons vraiment besoin des éditeurs, et nous sommes toujours très contents de travailler avec des éditeurs dans de bonnes conditions, mais on est là pour défendre les écrivains, donc, et leurs droits. Donc, il s'agit de trouver des compromis, mais pour que les livres existent, pour que l'œuvre de l'écrivain que nous défendons soit publiée, mais en même temps, pour que cette œuvre soit publiée aux conditions qui sont favorables aux écrivains qu'on représente, qu'on défend. Et toi, Célia, alors quelle différence tu observes ? Pour ma part, je dirais que y a un esprit d'ouverture peut-être parmi les rights managers, comme on dit, les directeurs de droit, les directrices de droit. Oui. Que tout simplement, je trouve que aussi le métier d'agent, c'est en quelque sorte faire un matchmaking entre l'auteur et l'éditeur qu'elle doit avoir. Et parfois, il faut aller chercher cet éditeur de loin, ou parfois c'est une relation qui est évidente. Mais je pense que oui, c'est un esprit d'ouverture qu'il faut garder. Et parfois, ces esprits d'ouverture en Angleterre et à Paris sont un petit peu différents. C'est joliment dit. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre nos marchés, mais est-elle si grande que ça ? Évidemment, c'est le type de droit qui s'applique entre le droit d'auteur et le copyright. Alors c'est parti pour Dessine-moi un statut. C'est un illustrateur qui va nous expliquer ces concepts. Émilie, générique.
Si vous vous êtes déjà intéressé à la différence entre copyright et droit d'auteur à la française, vous avez sûrement entendu le point de vue suivant. Le copyright, c'est mal, le droit d'auteur à la française, c'est mieux. Dès que l'on ose questionner le périmètre du droit d'auteur aujourd'hui, une rhétorique se met en place. Attention aux dangers du copyright. Comme si s'autoriser à décrypter les angles morts d'un système signifiait basculer automatiquement dans un autre. Plutôt que de nous engager sur des jugements de valeur, essayons de comprendre ce qui distingue et ou rapproche ces deux conceptions. Le droit d'auteur est un droit de la personnalité centré sur la personne de l'auteur. La production de l'esprit lui appartient puisqu'elle est le résultat de la manifestation personnelle et spontanée de ses facultés internes. Ceci explique le fait que l'œuvre soit naturellement la propriété de celui ou celle qui l'a créée. Dans ces conditions, le lien qui unit l'auteur à l'œuvre fait l'objet d'une protection toute particulière. L'œuvre de l'esprit est envisagée comme le prolongement de la personnalité de l'auteur. Si les droits patrimoniaux sont limités dans le temps, le droit moral est perpétuel et se transmet aux héritiers. Le copyright est un monopole d'exploitation accordé pour une durée limitée. C'est un droit moins centré sur l'auteur qui, dans une logique plus économique, vise à protéger également l'investissement réalisé par l'exploitant. Le copyright remplit une fonction plus utilitariste et régule une relation triangulaire réunissant l'auteur, l'exploitant et le public. C'est un droit conçu comme un droit marchand créé pour réguler l'offre et la demande. Contrairement aux idées reçues, le copyright prévoit aussi un droit moral, mais ce dernier est plus restreint puisque les auteurs et autrices ne disposent que d'un droit de paternité et d'un droit au respect de l'œuvre plus limité. Si les deux philosophies divergent, ces droits ont le même objet, sanctionner les utilisations non autorisées de l'œuvre. Mais il faut reconnaître que le copyright américain est moins protecteur que le droit d'auteur à la française. Cette affirmation impose toutefois de prendre du recul, car le copyright est largement compensé par la mise en œuvre d'une forme de statut professionnel, protégeant davantage les conditions de travail de certains auteurs et autrices, comme dans le cas des scénaristes par exemple. Leur convention collective leur assure des seuils minimaux de rémunération, des rémunérations complémentaires pour toute exploitation secondaire de leurs œuvres, un encadrement de leurs conditions de travail, un fonds de pension de retraite. Leur travail n'est pas autant invisibilisé que celui des scénaristes français. Bien au contraire, il est au cœur de la législation américaine. D'ailleurs, la Writers Guild of America tient son pouvoir de pression de sa position incontournable de syndicat unique. Rappelons qu'il faut être affilié pour pouvoir travailler. À ce titre, le modèle américain met à mal le principe de la liberté syndicale cher à notre législation française, mais reconnaissons que ces moyens de pression sont très efficaces. On se souvient encore de la fameuse grève des scénaristes en 2007 qui avait pesé lourdement sur les industries hollywoodiennes. Récemment encore, la simple menace d'une grève a permis aux scénaristes d'obtenir une amélioration de leurs droits sociaux. Par comparaison, les auteurs et autrices françaises ne bénéficient d'aucun encadrement de leurs conditions de travail et sont dépourvus d'une protection de leurs intérêts professionnels, car il n'existe pratiquement pas de convention collective qui traite spécifiquement des singularités de leur métier de création. Et la question de la représentation collective est totalement éludée par les pouvoirs publics. La sacralisation et le culte de l'auteur à la française sont des freins à la construction d'une identité professionnelle collective. Les auteurs et autrices français peinent à être considérés comme des travailleurs normaux, et la règle selon laquelle il ne faudrait rien attendre du métier de création s'impose avec beaucoup de force. Les auteurs et autrices ont donc, en théorie, un droit de propriété plus fort, mais en pratique, ils le cèdent pour toute la durée du droit d'auteur et se retrouvent avec beaucoup de difficultés pour perdurer dans ce métier. Voilà pourquoi il est grand temps d'interroger les problématiques professionnelles, car notre cher droit d'auteur à la française écarte totalement la question sociale de ses préoccupations, et les auteurs et autrices ne parviennent plus à vivre dignement de leur profession. Caractérisé par une identité collective plus forte, ce modèle américain doit nous inviter à réfléchir à l'émergence d'une protection sociale garantissant plus de justice sociale aux auteurs et autrices français, à repenser leur place à la table des négociations pour faire respecter leurs droits et défendre leurs intérêts professionnels. C'était Dessine-moi un statut, vraiment une explication très pédagogique pour comprendre les différences majeures entre le copyright et le droit d'auteur. Et ce qu'on constate, c'est que les deux ont le même objet, qui est de sanctionner les exploitations qui seraient faites au détriment des auteurs et autrices, mais qui a une philosophie qui règne différemment. Néanmoins, on est face à un paradoxe quand même, c'est que dès que vous discutez, que ce soit avec des agents étrangers ou avec des auteurs et autrices à l'étranger, leurs conditions de rémunération sont bien meilleures qu'en France.
France. Alors, à nuancer bien sûr, parce qu'on le constate, il y a quand même des dégradations systémiques des revenus de l'ensemble des créateurs et créatrices mondialement, mais néanmoins, je dirais que les revenus de base sur lesquels on part pour les auteurs américains ou en Angleterre sont largement supérieurs à ceux pour la France. On se souvient récemment de la Writers Guild qui avait sorti certaines statistiques et sur lesquelles on constate qu'il y avait une véritable, un étonnement de la part des auteurs-autrices français qui disaient ils se plaignent entre guillemets que leurs revenus baissent, mais déjà nous, si on pouvait toucher 1/10 de ce qu'ils touchent, voilà. Est-ce que Anna et Célia, vous pouvez nous en dire plus sur, en moyenne, les types de contrats? Je sais, Anna, que tu as travaillé et avec des auteurs et autrices français et anglo-saxons. Est-ce que tu trouves que les éditeurs et éditrices ont plus de mal ou non à rémunérer les auteurs français? Oui, oui. Ils ont du mal. Les négociations sont beaucoup plus difficiles en France que les négociations qui se déroulent en Angleterre ou aux États-Unis. Pourquoi c'est extrêmement difficile d'expliquer, mais c'est une longue tradition. Et je pense que l'une des explications, c'est aussi que les écrivains français, les autrices, les auteurs français n'étaient jamais représentés par des agents. C'était toujours un lien direct entre éditeurs et autrices et auteurs, entre les écrivains. Et ce lien direct, en soi, a un conflit d'intérêts. Parce que plus éditeur gagne, moins auteur gagne. Plus auteur gagne, moins éditeur gagne. Donc, il faut trouver un compromis, mais ce compromis ne peut pas être trouvé s'il n'y a pas un vrai intermédiaire qui est professionnel et qui peut parler avec un éditeur le même langage professionnel, juridique, du métier de marché des livres, de l'édition, etc. Donc, il faut le même langage, il faut les mêmes connaissances pour mener une négociation qui peut trouver le meilleur compromis et qui va redistribuer les droits vers les côtés des écrivains. Et sans ça, la négociation est toujours quelque chose qui est difficile parce que tout simplement c'est une sorte de jeu de pouvoir qu'on introduit dans la négociation et ça c'est jamais très bien. Oui, et puis c'est complexe. Il y a des auteurs et autrices plus ou moins à l'aise avec la négociation. Certains, et c'est rare, on va dire les compétences juridiques et voilà, sont formés et peuvent tenir une négociation. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que ça donne un rapport aussi compliqué dans les personnes avec qui on a un lien vraiment de travail de création et avec lequel va se télescoper, je dirais, un rapport de force, en effet, qui va se mettre en place pour essayer de défendre ses intérêts. Un individu face à une entreprise, on sait toujours quelle est la partie faible, hein, ça c'est une évidence. Et Anna et Célia, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le marché anglo-saxon en ce moment? Comment ça va là en période de crise? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Oui, bien sûr. Alors, je dirais au début que en France, les livres sont protégés par la loi du prix fixe, en fait. Et donc, en Angleterre, ceci n'existe pas. Donc, les magasins, que ce soit les grandes surfaces ou les librairies, c'est eux qui décident le prix d'un roman ou d'un autre livre. Donc, les marchés sont un peu différents de cette manière-là, puisque je parle surtout de Londres et du sud de l'Angleterre. À cause du confinement, beaucoup de libraires ont dû fermer leur librairie. Beaucoup de magasins ont vraiment vu beaucoup de problèmes avec une situation très compliquée pour toute la culture, on va dire, parce que c'est un peu comme la France, les théâtres sont fermés aussi, donc tout le monde souffre un peu. Mais néanmoins, le marché Amazon, par exemple, la présence de Amazon est très évidente en Angleterre. Et puis,
Donc, la concurrence est vraiment entre les librairies et Amazon qui commence à vraiment occuper une partie du marché qui devient un monopole quasiment. Non, merci Célia pour ces explications, ça nous éclaire aussi davantage sur ce fonctionnement. Nicolas, pour en revenir aux conditions des auteurs et autrices, est-ce que tu peux nous faire une petite comparaison de manière chiffrée, par exemple, sur tes conditions d'auteur et d'autrice, enfin d'auteur en l'occurrence de littérature jeunesse, que tu as connu par ailleurs, et puis la façon dont ça s'est passé pour cet ouvrage anglo-saxon. Alors, oui, bien sûr, donc du coup, ça vaut pour cet ouvrage. Moi, j'ai que cette expérience-là. Mais j'ai l'impression autour de moi, que pour en avoir parlé avec d'autres personnes, que c'est un peu la chose qui ressort, en fait. Moi, de mon expérience, on est clairement mieux payé. Pour donner des chiffres, j'espère que Myriam ne m'en voudra pas, mais en gros, les gros éditeurs qui nous avaient fait des propositions en France, là, quand on avait fait tourner le texte en France, nous avaient proposé pour nous deux en tout, nous avaient proposé 800 €, 3%, ce qui est un peu ce qu'on nous propose. 800 €, 3% pour vous deux ? Ouais, pour un album. Donc voilà. Et quand on a été représenté du coup en Angleterre, on a signé pour 3500 livres et 5%. Et en fait, il y a tout un tas de droits qu'on n'a pas cédés. On n'a pas cédé le droit audiovisuel. Et tout ça, en fait, ça a été hyper simple parce qu'on avait un agent qui nous demandait ce qu'on voulait, si on était d'accord pour céder tel truc ou pas céder tel truc. Et puis, en fait, si tu veux, en fait, pour faire de l'argent, en plus d'un avaloir, etc., eh ben, il faut retenir des droits. C'est la seule manière qu'on a de faire ça. Et l'agent, c'est dans son intérêt de retenir des droits, puisqu'à chaque fois qu'il retient des droits, il peut ensuite reprendre sa commission sur les prochaines négociations. Et donc au final, on est vachement mieux représenté. Nos contrats sont signés de manière qui est beaucoup plus équitable et beaucoup plus valorisant pour nous. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en cascade, ça fait qu'on est beaucoup mieux considéré dans tous les contacts qu'on a avec les éditeurs, etc. C'est fait de manière beaucoup plus professionnelle. Quand on me demande des corrections, on ne les demande pas de la même manière que quand on me les demande en France. J'ai l'impression de compter. Et il y a même des différences qui sont des petites différences, mais quand le Covid a éclaté, j'ai reçu 0 mail d'aucun éditeur français. Et j'ai reçu un super long mail qui était envoyé à tous les auteurs d'Hachette en Angleterre, qui expliquait en fait, qui nous souhaitait bon courage, qui nous expliquait ce que la maison allait faire, quels étaient les impacts sur le marché du livre. En fait, on a vraiment l'impression de faire partie du maillon, d'être un maillon économique comme les autres dans la chaîne et d'être considéré comme tel. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est professionnalisant pour nous et c'est beaucoup plus confortable. Plus confortable. Et même quand il y a des retouches à faire sur un texte, à la réunion, là, c'était une visio qu'on avait eue, l'agent est présent pour être sûr que l'éditeur ne nous demande pas des choses qui pourraient sortir du cadre du contrat. Oui, mais de toute façon, c'est forcément une démarche professionnalisante parce qu'un agent ou une agente accompagne une carrière dans son ensemble. Et c'est vrai que le fonctionnement anglo-saxon, je pense que s'il y a une différence majeure, c'est que ce n'est pas un tabou à l'étranger de dire que c'est un métier d'écrire ou de dessiner. Il y a une vision, par exemple aux États-Unis, très travailliste. On le voit avec les scénaristes de l'audiovisuel. Les scénaristes de l'audiovisuel se sont constitués très tôt en syndicat avec une logique travailliste dans laquelle, oui, on écrit, mais c'est un métier aussi. Nous aussi, on fait partie de ce grand ensemble. Et c'est vrai qu'en France, la logique romantique, elle a encore la peau dure, quoi. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup à l'œuvre, au livre, mais la personne qui est derrière, c'est nettement plus rare qu'on l'évoque. Et c'est ce qui fait que, par effet de domino, on est dans des protections sociales aussi faibles, parce qu'il y a un droit d'exploitation, il y a des livres qui sont très bien protégés. Le droit d'auteur protège très bien l'exploitation des œuvres à plein de niveaux, mais les personnes, les corps qu'il y a derrière, ça c'est beaucoup plus compliqué et moins reconnu. Anna, est-ce que tu pourrais nous partager quelques expériences peut-être de ton côté sur est-ce que tu trouves que la situation elle évolue, est-ce que quel est ton sentiment là-dessus sur la condition des auteurs et autrices français? La situation évolue, mais elle évolue très lentement.
parce que je pense que les auteurs français, heureusement aujourd'hui, vous tous, en fait, vous avez pris conscience de votre condition et vous vous êtes mis ensemble de façon solidaire pour défendre votre condition. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent parce que ensemble, vous êtes beaucoup plus forts. Et avant, vous étiez chacun dans son coin. Et quand chacun dans son coin essaye de se défendre soi-même, certains réussissent, certains pas du tout. Et les éditeurs sont très contents étaient très contents de cette situation, que chacun essayait de se défendre dans leur petit coin et défendre leurs intérêts, parce qu'ils pouvaient en fait mener leur propre politique de défendre leur maison d'édition et de profiter de cette situation où les écrivains ne savaient pas comment se défendre tous ensemble. Donc, dans ce sens-là, je trouve que la situation a évolué. Aussi, ce qui évolue, c'est le fait que le métier d'agent littéraire est de plus en plus accepté en France. C'est encore très difficile parce qu'il y a encore une opposition très forte contre notre métier parce que nous défendons les droits des écrivains. Donc, de toute évidence, les éditeurs s'opposent à notre métier. Mais j'observe que c'est très générationnel, que c'est la génération précédente des éditeurs qui s'opposent toujours, tandis que la nouvelle génération s'en est rendu compte que nous pouvons être très utiles, qu'en fait ça améliore les relations entre les écrivains, entre autrices et auteurs, ça peut fidéliser la présence de l'auteur dans la même maison pendant des années et construire leur carrière sous le même toit, parce que très souvent, quand un écrivain signe le contrat qui n'est pas bon pour lui, ça introduit la frustration tout de suite dans la relation entre auteur et éditeur. Et cette frustration mène à fin de cette relation et auteur va publier dans une autre maison d'édition et encore dans une autre maison d'édition et encore dans une autre maison d'édition. Et j'observe qu'il y a beaucoup des auteurs qui ont passé par changement parce qu'ils n'étaient pas contents. Et de cette façon, on peut rarement construire, c'est ce qu'on appelle, voilà, construire la carrière de notaire. Ça s'est construit mieux sous le même toit, si les choses se passent bien, sous le même toit, avec le même éditeur et dans de bonnes conditions. Quand il n'y a pas cette frustration, quand les contrats sont bons, quand tout le monde est content. Et je pense que la nouvelle génération des éditeurs en France se rend compte qu'un agent littéraire, ça peut aider à ça aussi, de créer la relation entre auteur et éditeur, qui est une relation saine et satisfaisante pour tout le monde. Très bien. Donc, j'observe que ça évolue dans le bon sens, avec le changement aussi. Mais lentement. Ça, c'est sûr que tout est vraiment... Oh, ça, on en témoigne à tous les niveaux, hein, sur notre statut aussi. Nicolas, j'ai quelque chose à ajouter sur cette expérience entre les deux marchés. C'est vrai que l'agence, c'est un point singularisant entre la France et les autres pays. Mais qu'est-ce que tu as ressenti aussi par ailleurs dans finalement cette ouverture que ça a apporté? Parce que d'avoir un texte qui est directement dans une autre langue, c'est aussi tout un parcours, quoi, quand même, de sortir directement à l'étranger. Oui, c'était une expérience étonnante. Du coup, en fait, en plus, chez Gallimard, on est traducteur de notre propre texte. Donc, ça, c'est quelque chose qui était un peu nouveau. Et c'est intéressant de pouvoir voir justement comment le texte évolue d'un côté en anglais et comment, du coup, après l'adaptation peut se faire dans l'autre
dans l'autre sens. Et puis évidemment, en fait, être publié à l'étranger, c'est quelque chose qui est un peu prestigieux aussi. Donc ça nous a apporté beaucoup. On a l'impression qu'en termes de visibilité, c'était quelque chose qui était assez intéressant pour nous. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres différences, si tu veux aussi les aborder, par rapport au marché français. Une des premières différences qui m'a marqué, c'est que quand on a présenté le livre, une fois que le comité éditorial anglais s'était mis d'accord sur la publication du livre, ils ont d'abord dû passer par le comité commercial pour que les commerciaux disent « Ok, ce livre, on peut le vendre ou on ne peut pas le vendre » avant d'accepter de signer un contrat. Donc ça, il m'a semblé que c'était une différence assez grande avec la manière dont ça fonctionne en France. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et la deuxième chose, c'est que en fait, l'édition anglaise, elle sort en deux formats. Là-bas, ils appellent ça le hardback et le softback. C'est-à-dire qu'en fait, ils publient d'abord une version cartonnée, c'est les albums que nous on a ici, un peu, en France, c'est un peu la même chose, qui est une version qui est plutôt faite pour les prix, qui est plutôt quelque chose d'un peu prestigieux pour les gens qui adorent acheter des livres, etc. Et ensuite, ils ressortent le même bouquin un an plus tard, dans une version souple, qui s'appelle le softback. Et en fait, moi, de ce qu'ils m'ont dit, alors j'imagine que c'est comme ça, ils mettent beaucoup plus d'argent et de marketing sur la deuxième édition en softback, parce que c'est ce qu'ils ont le plus. Et donc nous, en fait, comme on a publié les deux bouquins en parallèle, et ben moi j'ai l'impression des retours que j'ai, c'est que pour l'instant ça a décollé un peu plus vite en France que ça n'a décollé en Angleterre, même si en Angleterre on a eu plus de prix. Mais du coup, la vie des livres est un peu différente sur les deux marchés. Donc ça, c'est intéressant. Tu confirmes, Anna, Célia, vous confirmez sur ces particularités ? Oui, tout à fait. Et justement, on parlait de l'idée que le grand format en France, une maison d'édition va publier un grand format et puis va passer chez une maison dédiée aux poches. Parce qu'en Angleterre, souvent, et aux États-Unis, on va voir que ça reste dans la même maison. Et le grand format, on va lui donner peut-être 6 mois de vente ou 9 mois avant de faire sortir le paperback. Et donc, ça veut dire que le marketing peut se dans la même maison, les forces de l'équipe de vente, tout ce qui est marketing, publicité, tout reste toujours dans la même maison. Donc le focus peut parfois être différent, tandis qu'en France, si c'est cédé ailleurs, les focus des équipes de vente sont un peu différents. Mais je suis complètement d'accord que le hardback, c'est pour les prix et pour les revues de presse et les critiques, en fait. Voilà. C'est intéressant, c'est des vies en effet de marché un peu différentes. Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer à notre rubrique Ma vie, mes œuvres et on va te quitter pour retrouver Pénélope en seconde partie. Eh bien, bonne soirée Nicolas et puis Émilie, générique. Merci. Bonjour, je m'appelle Éternée Pantès. Contrairement aux apparences, je me genre au masculin ou au neutre et je suis écrivain et mentor en écriture créative. Je suis Amélie Videlot, je suis illustratrice pour la jeunesse depuis 2013. En 2018, j'ai déménagé au Royaume-Uni et en 2020, j'ai signé pour être représentée par un agent américain. Bonjour, je m'appelle Myriam Daman, je suis autrice de textes pour la jeunesse et je travaille aussi en tant que salariée dans la lutte contre le changement climatique. J'ai donc 2 métiers. J'ai commencé à publier en anglais en 2016 des nouvelles, tout simplement parce que j'ai commencé par écrire des fanfics et j'ai commencé à les écrire en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de fans des séries que je regardais à l'époque qui parlaient anglais que de fans qui parlaient français et que je me suis retrouvée entourée d'écrivains et qu'il y a un phénomène terrible qui se trouve quand on est entouré d'écrivains, c'est qu'on est encouragé à écrire et donc voilà, je n'ai en fait aucune expérience du marché francophone, je n'écris et ne publie exclusivement qu'en anglais. Il y a 2 ans, j'en suis arrivée à un stade de ma carrière où je n'avais pas de difficulté à trouver des contrats français. En revanche, les rémunérations ne changeaient pas, elles étaient toujours aussi faibles et je n'avais plus le temps de travailler plus. Je travaillais tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc j'étais un peu coincée niveau financier. Et clairement, c'est là que je me suis orientée vers le marché américain. Et pour avoir signé quelques contrats aujourd'hui,
je peux dire que c'est clairement ça qui fait la différence. Sans mes revenus américains, je m'en sortirais pas, j'aurais sans doute dû changer de métier. J'ai commencé à publier sur le marché anglo-saxon assez récemment avec un livre qui est sorti à l'automne 2020 et qui s'appelle The Wolf's Secret, qui est coécrit avec Nicolas Dicard, illustré par Julia Sarda, qui, je pense, a un parcours qui est un petit peu atypique puisque c'est un projet qu'on a écrit en 2014, qu'on a essayé de porter auprès de plusieurs éditeurs français et puis c'est vraiment au bout de presque 2 ans de refus et de portes fermées qu'on a décidé de tenter l'aventure outre-Manche. Notre porte d'entrée sur ce projet, ça a été de le proposer à l'agent de Julia, donc l'illustratrice, et qui a accepté de porter, voilà, de nous représenter tous les 3 et de présenter des éditeurs anglais. Une des grandes forces du marché anglo-saxon, c'est que c'est un très grand marché, puisqu'il recouvre tout le territoire des États-Unis et le marché anglais. Et proportionnellement, il est moins saturé qu'en France. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les projets sont mieux portés par les équipes commerciales et sont souvent mieux suivis. On prend plus le temps de travailler les titres. Et en termes de rémunération, les avances sont plus importantes aussi. Par exemple, l'auteur y est vu moins comme un artiste qui serait le servant ou la servante de sa muse, et plus comme le maillon d'une chaîne qui vise à produire une œuvre culturelle, un produit culturel. Donc ça donne un statut qui est légèrement différent, ça donne une rémunération qui est présente, ce qui n'est pas le cas de partout, et surtout, ça donne une organisation, avec des organisations professionnelles notamment, qui prennent en compte, quand même, j'ai l'impression, plus que du côté francophone de la force, le fait que les auteurs essayent de vivre de ce qu'ils écrivent. En termes de contrat aussi, c'est beaucoup plus simple. L'agent a tout intérêt à ce que je sois bien protégée. Donc il va défendre mes droits auprès de l'éditeur. Et après, moi, quand je reçois le contrat fait 4 pages contre 15 pages en France. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre ce que je suis en train de signer. Alors la première qualité pour moi, c'est que le marché anglais est vraiment organisé avec les agents. Enfin, ils font partie de ce paysage éditorial. Et moi, j'ai trouvé que c'était super confortable en fait en tant qu'auteur de pouvoir être sur le siège passager et s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui est vraiment rodé à la négociation de contrat. Donc ça, c'était vraiment un vrai plus. Le deuxième avantage, c'est, alors il découle peut-être un peu du premier, mais c'est que les conditions financières sont bien meilleures d'après ce que j'ai pu voir, en tout cas que ce soit en termes d'avance sur droit ou on était à peu près sur du x4 par rapport à ce qu'on avait pu nous proposer en France sur le même projet. Et même pour tout ce qui est clauses, conditions, enfin les cessions, etc. Le contrat ne va concerner que la production du livre papier. Il n'y a pas de signature pour les droits numériques, pour les droits audiovisuels, avant même qu'il soit question de produire un film ou une sortie numérique. Tout ça fera l'objet d'un contrat plus tard. Pour moi, il y a une plus grande force de frappe et une façon de porter les projets à l'international qui est peut-être plus... Voilà, il y a plus d'efforts qui sont mis là-dedans. Concrètement, comment ça se passe dans le cas d'un album? Donc, ce qui s'est passé pour nous, c'est que quand le texte est complètement finalisé, avec les illustrations, qu'on a vraiment un PDF qui pourrait être prêt à partir en impression, en fait, il se passe 1 an. Et c'est 1 an pendant lequel l'éditeur va présenter le projet à des éditeurs dans des salons internationaux pour sécuriser des achats de droits et avoir ensuite une sortie qui est simultanée dans plusieurs pays à la fois. Nous par exemple c'était le cas donc à quelques semaines d'écart entre la Russie, l'Angleterre et la France. Le marché anglo-saxon est aussi beaucoup plus engagé, par exemple la représentation de la diversité, où on n'est vraiment pas encore là en France, sur l'égalité aussi, la représentation des genres. Les défauts maintenant, alors ça peut paraître évident, mais c'est que c'est en anglais. Donc selon son parcours, c'est plus ou moins un obstacle. Moi c'est pas ma langue natale, l'anglais, voilà, donc ça va me demander plus de travail, plus d'efforts, plus de temps.
d'arriver à écrire un texte en anglais. Il y a aussi autre chose, c'est les contrats où il n'y a pas de droit d'auteur sur les ventes. Ça arrive assez souvent. Dans ce cas-là, on est payé au forfait pour les illustrations, pour les textes qu'on fournit. Mais si le livre est un carton, on touchera rien sur les ventes. Je dirais que pour moi, les faiblesses du marché anglophone, c'est que c'est une industrie et que donc c'est un peu un mammouth parfois pour faire avancer les choses, notamment sur des plans de justice sociale, par exemple, de reconnaissance de l'écrivain ou de l'autrice comme étant le maillon principal de la chaîne et pas juste le producteur de la matière première et après on l'oublie. J'ai l'impression que c'est peut-être un marché qui est un peu moins accessible, enfin, en tout cas il y a plus de barrières à passer, il faut trouver un agent, il faut ensuite qu'un éditeur soit intéressé par le projet, que le comité éditorial soit aussi donne son feu vert, et ensuite il y a aussi un feu vert à avoir de l'équipe marketing et commercial, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Donc voilà, il y a un petit peu plus de barrières à sauter pour y arriver. Il y a un dernier aspect qui est pas très sympa, c'est la comptabilité internationale et le tout en anglais. C'est que c'est loin. Moi j'habite en France, donc quand j'ai un livre qui sort, j'ai envie de pouvoir aller en librairie, faire des rencontres, avoir des retours de lecteurs, aller dans des salons. Et c'est vrai que voilà, vivre une sortie à distance, c'est forcément différent. C'était Ma vie, mes œuvres. Merci aux auteurs et autrices qui ont participé à ces témoignages très éclairants. Et nous avons été rejoints par Pénélope. Bonsoir Pénélope. Bonsoir. Alors, on est ravis de te recevoir ce soir. Notamment, tu as publié de nombreux ouvrages, dont beaucoup ont été traduits. Tu as vécu aussi une certaine période aux États-Unis. Donc, on s'est dit que tu étais une personne très bien placée pour nous parler des différences que tu as pu percevoir. Est-ce que tu as envie de commencer à nous raconter aussi pourquoi ton choix s'est porté à un moment donné pour partir à l'étranger, même si maintenant tu es revenu, et puis les différences que tu as pu constater, toi, dans ton métier? Je suis partie à cause d'une parution, justement. Je suis partie quand une de mes BD a été traduite pour la première fois aux États-Unis. Et que moi, j'avais déjà rencontré mon éditeur parce qu'il était venu à Angoulême. Et on avait discuté. Et très honnêtement, c'est parti du fait qu'il m'a dit que je parlais bien anglais. Et qu'il m'a dit c'est dommage que tu viennes pas faire de promo pour une fois qu'un auteur français parle bien anglais. Et c'est sympa. Ouais, sympa. Plaisir. Et du coup, il m'a dit si tu pouvais venir plus que 2 semaines, ce serait cool. Et moi, j'avais toujours eu assez envie de me barrer de Paris. Et du coup, je me suis dit si j'y allais 1 an pour faire vraiment la promo à fond. Parce que c'est vrai que c'est une promo de terrain quand on ne te connaît pas là-bas. Tu peux pas faire ça de chez toi en fait. Il faut vraiment, c'est un pays tellement vaste qu'il faut aller faire des librairies, des trucs, des rencontres, et il faut diviser le pays en 3 tellement il est grand pour faire la promo. Donc il m'avait dit si tu viens, que tu y mets à fond, on peut peut-être faire quelque chose. Et donc il s'est porté sponsor pour mon visa, et donc je suis partie. Et en fait une fois que je suis arrivée là-bas, comme j'ai eu une green card, je suis restée. Ça t'a plu? Ouais, je m'étais dit je reste 3 ans, je suis restée plutôt 4 ans et demi. Et bref, et du coup, il m'a dit vu que tu es sur place, ça va être carrément plus simple de faire ta promo. Et quand j'étais là-bas, à l'époque, c'était Gallimard qui faisait mes droits étrangers normal. Et puis en fait, une fois que j'étais sur place, je me suis dit mais je comprends pas du coup à quoi ils me servent maintenant, puisque mon éditeur, je le connais personnellement, on bouffe ensemble. Je suis sur place, ils me connaissent, ils ont déjà sorti un livre à moi. Et donc pour mon livre d'après, j'ai gardé mes droits anglophones auprès de Gallimard pour les vendre en direct à mon éditeur américain et qu'on travaille ensemble direct quoi. Ouais, et c'est ce qu'on a fait à partir de là. Maintenant, mes droits étrangers sont toujours chez Gallimard, sauf pour les pays anglophones. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que contractuellement, parfois, il existe des clauses dans lesquelles si l'auteur, on va dire, ramène le contrat, alors il a plus de droits. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça fait cher payer pour un travail d'agent, je dirais, quand l'éditeur pense 50%. Déjà fait, quoi. Voilà, sachant qu'il me fallait quand même un agent là-bas qui allait prendre une com. Donc après, la question se posait pas trop parce que c'est pas trop possible de travailler avec un éditeur américain sans agent. Ils veulent pas.
Donc de toute façon, la question ne se posait pas. C'est la première question que m'a posée mon éditeur en fait. Il m'a demandé si j'avais un agent. Mon agent français n'avait pas envie de s'en occuper parce que c'est chiant de faire des contrats étrangers. Et du coup, mon éditeur m'a présenté l'agent, mais c'était pas du tout... Enfin, c'est intéressant ce que vous disiez en première partie d'émission. Là où en France, c'est vu comme une coquetterie d'auteur qui se la raconte, d'avoir un agent. Oui, c'est vraiment ça. Aux États-Unis, c'est pas possible en fait de pas en avoir. Les éditeurs veulent pas s'emmerder à part les chiffres et droits avec un auteur en fait, ce qui est assez logique. Et du coup, j'ai rencontré mon agent là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que l'agent, à la différence de la France, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, n'est pas un agent qui te suit automatiquement pour tous tes livres. C'est-à-dire il est au bout de deal, il est pour ce livre. Dans les termes du contrat, il y a marqué que pour ce livre, l'agent sera telle personne. Et du coup, par exemple, moi, l'agent avec qui j'ai bossé pour la première fois où j'étais toute seule là-bas, ça n'a pas méga bien marché entre nous. Et du coup, alors que je me torturais de me dire c'est comme une rupture, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui expliquer. Comme toujours aux États-Unis, ce n'est qu'un business, donc il n'y a aucun problème. Et j'ai changé d'agent en cours de route et tout le monde était très content, on est tous repartis copains et c'est pas un problème quoi. Là où en France, si je changeais d'agent, ce serait. C'était le psychodrame. Voilà. Et là-bas, tout le monde s'en fout. C'était ah cool, tu changes d'agent, très bien. Voilà. Donc c'est marrant. Est-ce que, Anna, qu'est-ce que tu en penses? Célia aussi, sur, c'est vrai, l'aspect professionnel des choses, c'est-à-dire peut-être moins affectif. Est-ce que vous le ressentez, vous, tous les deux? Ah oui, bien évidemment. C'est très, très, très professionnel, sauf que moi, j'ai la tendance de représenter l'œuvre de l'auteur parce que je m'applique beaucoup et s'il y a aussi en fait dans l'agence ici et c'est comme ça que j'ai appris mon métier quand je travaillais dans cette grande agence britannique à Londres, que nous représentons l'œuvre de l'auteur et n'est pas juste titre par titre parce que nous participons dans toute la carrière de l'auteur. Il faut prévoir l'avenir, il faut être stratégique, il faut pouvoir dire que peut-être ces livres, il faut les mettre maintenant un petit peu de côté et publier autre chose. Parce que maintenant, en ce moment-là précis, marché n'est pas bon pour ces livres. Peut-être publions autre chose maintenant. C'est des choses difficiles, mais il faut pouvoir les dire. Donc, il faut créer cette relation qui doit être une relation franche, professionnelle, bien évidemment, sans cet affect qui n'est pas du tout nécessaire. S'il faut se séparer, il faut se séparer, tant pis. De toute façon, c'est une relation qui doit profiter à l'auteur et qui doit profiter à l'agent, bien évidemment aussi. C'est une relation qui doit profiter dans les deux sens. Sinon, c'est pas la peine. Et il faut se dire au revoir. Je suis pas une bonne personne. Je suis pas un bon agent pour toi. Un tel ou un tel, ça serait un divorce à l'amiable. Ouais. Voilà, exactement. Il y a aucun problème. Mais ça n'empêche que c'est très important de travailler à long terme, en tout cas pour moi personnellement, parce que on aime beaucoup de voir l'évolution de nos auteurs. L'évolution dans le sens vraiment littéraire, c'est-à-dire avec chaque livre, il y a plus de lecteurs, il y a plus de bonnes revues de presse, il y a plus de qualité, donc c'est une vraie évolution et c'est précisément ce qu'on aime construire. Et ça s'est construit à long terme dans une relation qui est une relation professionnelle, franche et qui ça profite dans les deux sens. Mais c'est exactement ce que le premier agent avec qui j'étais essayait qu'on établisse. C'est-à-dire, lui, il m'a pas dit on fait un livre ensemble et après ciao. C'est qu'il m'a envoyé de livres, il m'a écrit des lettres, il m'a dit voilà ce que je vois pour toi. C'est vraiment du cheap. Simplement, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai changé d'agent. Mais ce qui est vrai qui est intéressant, c'est que la différence entre mon agent américaine, avec qui je travaille toujours, qui est super, et mon agent français, c'est que mon agent américaine, par exemple, hyper souvent, elle me proposait qu'on déjeune. Et c'était vraiment juste pour discuter de quoi j'avais envie en ce moment, si j'avais une idée d'histoire. En fait, tout ce que je fais en France avec mon éditeur, là-bas, c'est l'agent. C'est-à-dire que
En fait, mon agent en France a moins un aspect accompagnement littéraire. Là où j'ai l'impression que les agents anglo-saxons, d'ailleurs hyper souvent, sont dans les remerciements de l'auteur en très bonne place, c'est que c'est presque des accompagnateurs d'écriture qui les aident à accoucher de quelque chose, qui effectivement leur parlent de leur carrière à moyen terme en disant c'est peut-être le meilleur moment en ce moment pour toi de faire plutôt ceci, cela. Et moi, cette agent américaine, Tania, c'est arrivé que je lui dis j'ai peut-être un début d'histoire, mais bon, pour l'instant, c'est pas important. Et elle tire le fil vraiment. Elle me dit ça parlerait de quoi, je vais y repenser. Et ça peut presque être un peu intrusif pour un auteur français d'avoir un agent à qui en France on confie en gros ses contrats quand même, et le fait d'aller se battre avec l'éditeur à sa place, et d'avoir un agent américain qui dit je sais pas, ton histoire j'y crois pas, peut-être essaye plutôt tel truc, et on est un peu wow, en fait ton agent du calme, mais c'est le job d'un agent là-bas, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne une carrière, effectivement une écriture, et qui est quand même redoutable sur les contrats, ça y a aucun problème, mais j'ai pas ce rapport-là avec mon agent français, quoi. Donc c'est intéressant. Après, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils sont vraiment du côté de l'auteur, et de toute façon, pareil, pour rebondir sur des trucs que vous avez dit en début d'émission, moi je plaide vraiment pour que ça devienne un automatisme en France, parce que qu'est-ce qu'on travaille bien et la tête tranquille quand on est auteur et que quelqu'un d'autre s'occupe de l'argent. En fait, c'est quand même merveilleux de se dire c'est pas à moi de le faire. Je sais que les éditeurs vont grincer des dents à l'évocation du fait que j'ai un agent, mais il y a une raison. Ils sont pas contents parce qu'ils savent qu'on va leur prendre plus d'argent. C'est pour ça que c'est les 10% les mieux mérités du monde. Les 10% pour un agent, c'est que les éditeurs les détestent. Enfin, c'est quand même la meilleure. C'est super sympathique d'entendre ça. Et comme ça, nous n'avons pas à être détestés, nous. Quoique parfois. On aime beaucoup quand on nous déteste. Oui, c'est vrai. Parce que quand on nous déteste, ça veut... Pardon. C'est le job de l'éditeur. Moi, de l'agent, quand il y a un éditeur qui est pas le mien, qui me propose un projet, ou même n'importe quel boulot, et qu'on me parle de plein de choses, mais jamais d'argent, et qu'on arrive à la fin de la conversation où tout le monde fait un peu une petite danse du ventre et se tortille en disant alors sinon pour ce qui est de la rémunération, donc c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'argent, et moi je coupe court et je dis alors ça c'est pas moi qui en parle en fait, je vais vous donner les coordonnées de mon agent. Eh ben le ton change, tout de suite, l'ambiance devient bien glaciale et les gens sont dégoûtés de savoir qu'on a un agent, parce que ça veut dire je vais pas pouvoir te plumer en fait. Je vais pas pouvoir te proposer de te payer en visibilité, je vais devoir te donner de l'argent, quelqu'un va vraiment lire les contrats, et tout le monde est dégoûté. Et je trouve que ça prouve que l'agent est indispensable. Et en plus, nous, on peut dire ah, tu sais, c'est pas moi qui suis chiante, c'est mon agent qui est comme ça. Moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. C'est pas moi. Et c'est vraiment génial, c'est super reposant. Oui, non mais c'est certain que, de même de mon expérience professionnelle par ailleurs, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et dans mes revenus, je l'avais dit dans une tribune, mais moi mes revenus avaient quadruplé quand j'étais passée par un agent par la suite. Et c'est ce qui fait que j'ai pu en vivre plus décemment. J'ai vécu avec un maigre SMIC pendant des années et des années en publiant de nombreux ouvrages, enfin voilà, et qui marchaient pas mal. Donc il y a un enjeu là-dessus. Mais c'est vrai que en France, on sent qu'il y a toujours cette réticence, même si j'ai l'impression que les mentalités évoluent, même en littérature jeunesse qui est très réfractaire et où les pourcentages sont très bas. Bon, voilà, petit à petit, comme le disait Anna, il y a aussi une nouvelle génération d'éditeurs et éditrices qui sont plus ouverts à ces pratiques, et voilà, pour lesquels c'est normal. Mais il y a un enjeu, un enjeu d'argent, de rééquilibrage qui est important. Et notamment, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappée, c'est très simple, c'est de voir la différence de rémunération pour des cessions, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais les cessions en fait, de droits qui sont faites, c'est-à-dire quand un éditeur français achète un ouvrage étranger, il achète juste pour les droits de l'exploitation de son pays, en fait, strictement. Et il va l'acheter 5 fois, 6 fois plus cher que ce qu'il va rémunérer, je sais pas, un auteur de BD pour une BD actuellement. Donc c'est vraiment une question de rapport de force qui s'installe. Complètement. Hein. Et puis surtout, il y a toujours ce truc de... Enfin, il faut quand même suffisamment croire en ça pour se dire ça vaut le coup de déléguer une partie de ce que je pense que ça va être un bon calcul. Et on n'est pas tellement encouragé à y croire, mais c'est tout un truc global de statut d'auteur qui est quelque chose d'un peu flou. Enfin, c'est pas toi que je veux dire ça, mais de se dire
attends, je vais quand même pas prendre un agent. Est-ce que je suis vraiment auteur? En fait, je pense que ça se mélange avec un truc d'imposteur aussi, de se dire, avoir un agent, c'est se prendre au sérieux. Et en fait, moi, je trouve que c'est tellement plus facile, même on le voit soi-même, quand on doit négocier pour quelqu'un qu'on connaît, on est bien meilleur que quand c'est pour soi. Donc c'est évident que demander à quelqu'un de veiller à ses propres intérêts et que la condition de sa rémunération soit qu'il obtienne de l'argent pour nous, il va être super motivé. Et ce serait bien d'inciter les gens. Je pense que c'est vraiment une carrière qu'il faut développer, c'est devenir agent, quoi. Je pense que c'est passionnant et qu'il y a vraiment un profil de gens qui sont faits pour ça, qui sont faits pour se battre pour les autres, quoi, parce qu'ils savent très bien le faire. Et je ne sais pas trop pourquoi on n'encourage pas plus de gens à se lancer là-dedans. C'est un métier, Anna pourrait en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu le syndicat des agents qui est né il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un métier qui n'est ni reconnu ni structuré en France aujourd'hui. Ça reste flou sur plein d'aspects. C'est vrai qu'à l'étranger, le métier d'agent, il existe, il fait partie de la chaîne. Et il n'y a pas si longtemps, Anna, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a peut-être 5 ans, sur le site du syndicat national de l'édition, il y avait une mention qui disait que le syndicat national de l'édition n'acceptait pas que les auteurs et autrices français soient représentés par des agents. C'était une pratique pour l'étranger, mais pas pour la France. Ce qui est absolument contestable du point de vue de la haute autorité de la concurrence, n'est-ce pas, Ce n'est pas légal de dire que, en fait, nous, on ne veut pas de ce genre de pratique. Ça n'existe pas. Oui, exactement. Tu te souviens, Anna Oui, je me souviens très très bien. Et quand nous avons le syndicat des agents littéraires, nous sommes très peu nombreux en France par rapport aux autres pays, mais nous avons quand même créé ce syndicat justement pour renforcer un petit peu notre métier et pour les faire connaître. Mais je me souviens, nous nous sommes battus avec le syndicat national de l'édition pour entre autres, ce genre de notions qui étaient complètement j'utilise les mots exprès, aberrante. Et pas du tout conforme à la réalité, parce que chaque écrivain a le droit de se faire représenter par un agent et choisir son agent, parce que c'est aussi une relation où il doit y avoir une chimie. Et parce que s'il n'y a pas cette chimie-là qui existe, on ne peut pas accompagner vraiment l'auteur à négocier pour lui au mieux, et de l'autre côté aussi, il faut de la confiance. Et ça, chacun a le droit de choisir son agent. C'est vrai qu'en France, on n'est pas très nombreux. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est très facile parce que les agents sont très nombreux. Chacun peut faire pour aller voir vingtaine d'agents et pour choisir celui qui lui convient le mieux. Ici, le choix est très limité, mais malgré tout, il y a de nouvelles agences qui sont créées, et j'espère beaucoup, et Pénélope, vous avez raison, que la jeune génération maintenant qui apprend le métier de l'édition va se lancer là-dedans, parce que c'est le métier qui est vraiment très, très, très utile, et pour les écrivains, mais aussi pour les éditeurs. Et la nouvelle génération des éditeurs commence à comprendre que nous sommes très utiles pour eux aussi. Bien sûr, c'est un accompagnement de carrière où je dirais que c'est une question d'investissement bête et méchant. C'est des choix. On peut en effet suivre une carrière et construire et bâtir ensemble sur le long terme, ou bien continuer sur cette rotation d'auteurs et d'autrices qui sont, mais payés au lance-pierre pour des ouvrages qui... Voilà, ils vont en tirer 2000, être mis en librairie, il ne va pas se passer grand-chose, il n'y aura pas de plan de com, il y aura beaucoup de déçus, et oui, c'est compliqué. On va faire une petite pause en retrouvant la charte des auteurs illustrateurs jeunesse avec une petite vidéo reportage spécial qui va nous permettre de suivre la vie d'une autrice de littérature jeunesse. Combien est-elle payée en France? C'est parti, Émilie. Avec 324,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 13,4% des ventes du marché du livre et 5,2% de croissance, l'édition jeunesse se porte bien. Mais qui sont réellement ces auteurs stars qui font les succès de l'édition jeunesse? Quel est le train de vie de ces vedettes de l'écriture et de l'illustration? Comment gèrent-ils leur fortune? 9h du matin, quartier UP de Paris. Nous avons rendez-vous avec Virginie Machin, la nouvelle vedette de l'album jeunesse. Bonjour. Je vous ouvre en fait parce que le bouton de la porte ne marche plus. Désolée.
Le premier opus du Dindon de la farce vient de sortir et s'est déjà écoulé à plus de 10 000 exemplaires. Un incroyable phénomène est en route. Virginie caracole en tête des ventes. Il n'y a pas d'ascenseur ? Non. C'est quel étage ? C'est au 7e, mais vous en faites pas, ça fait les cuisses. Hein. Ouais. Vous ferez pas attention au bazar parce que j'ai pas eu le temps de ranger, j'ai eu trop de boulot en ce moment. L'appartement de Virginie Machin est à la hauteur de son succès. Salon design. Oui, enfin, Ikea, voilà. Cuisine américaine. Non, toujours pas. Ikea, Suède. Je vous fais un café ? Mais le plus exceptionnel reste au fond de l'appartement. À travers cette petite fenêtre, une vue imprenable sur la tour Eiffel. Oui, enfin, faut se pencher un peu. Qu'est-ce que Enfin là, on voit surtout mon voisin qui est tout nu. Pas sûr que ça vaille la peine. Ce matin, notre équipe emmène Virginie à une séance de dédicace. Les enjeux sont de taille, ses livres sont vendus 12 € et elle touche 50% de droits. Alors en fait, non, c'est 6%. Et comme c'est un album, je partage avec l'illustratrice, donc ça fait 3% pour moi et 3% pour elle. En gros, ça fait 34 centimes par livre, brut chacune. Et si je compte les cotisations derrière et tout, enfin... Multiplié par 10 000, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 3 400 € brut pour 4 mois de travail, je trouve pas. Et chaque mois, le pactole tombe. Son éditeur lui envoie ses droits d'auteur sur les ventes. Alors non, toujours pas. En fait, on me paye les droits d'auteur au mois de juin. Mon album vient de sortir, on est au mois de janvier. Donc ça veut dire que je vais être payée dans 1 an et demi. Ça fait un peu long. Oui, mais vous avez été payé pour écrire. 800 € d'avaleur, monsieur. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non. Est-ce que vous pourriez prendre à droite, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. C'est pour qui? Pour Nina. Nina? Super. Elle a quel âge? Elle a 4 mois. Je vous en prie. Et voilà. Bonjour. J'aurais trop voulu faire comme vous. Faire rêver les enfants, gagner ma vie avec ma passion, l'écriture, tout ça. Ouais, c'est un très beau métier. D'ailleurs, j'ai un projet de BD, moi. Bon, oui. Pardon. Bon, après, c'est super, mais en termes d'argent, c'est un petit peu compliqué, mais... C'est-à-dire Non, enfin, disons que c'est pas la panacée, mais après, voilà, c'est un beau métier, vous avez raison. Voilà. Merci. Je vous en prie, au monsieur. revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, elle est très sympa, mais elle a un peu de mal à parler d'argent quand même. Ouais, ça doit pas manquer. Elle a un appartement avec vue sur la tour Eiffel. Il paraît. Ouais, il paraît. Nous sommes de retour. Merci à la Charte pour son autorisation de diffusion de cette vidéo qui nous en dit un petit peu plus sur le quotidien des auteurs et autrices de littérature jeunesse. Pour reprendre, Pénélope, j'avais une question par rapport à la question professionnelle. On a beaucoup parlé de professionnalité quand on évoque le marché anglo-saxon en comparaison avec le marché français. Toi, quand tu t'es lancée, je sais que tu as fait aussi de la publicité, des illustrations pour de la publicité. La BD, pour toi, est-ce que c'était un métier dès le départ? Est-ce qu'il y avait une ambivalence ou est-ce que les choses étaient très claires? Non, c'était pas un métier parce que j'arrivais pas à en vivre. Donc voilà, la question était assez vite réglée. À partir du moment où les courbes se sont croisées, que j'ai commencé à gagner plus d'argent en faisant des livres qu'en faisant de l'illustration, et qu'au bout d'un moment j'ai poussé jusqu'à pouvoir arrêter l'illustration tout court. Pour autant, c'est pas fait automatiquement. Quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je continuais à faire je fais des dessins, mais c'est vraiment tardivement que j'ai dit que j'étais autrice, n'en parlons pas. Non, c'est long parce que il y a vraiment, c'est très compliqué de soi-même accepter que ce soit un métier, quoi. Alors qu'en fait, bon, techniquement, si on y passe beaucoup de temps et que je pense pas maintenant, je suis revenue de cette idée qu'il faut impérativement que la majorité de ses revenus soient issus de la bande dessinée pour qu'on puisse considérer qu'on est auteur, parce qu'à partir du moment où on est lu par des gens, on est auteur. Hein. Donc voilà. Mais oui, c'est compliqué et puis c'est vrai que c'est très peu. Il y a très peu de cadres. Donc quand on se rattache toujours à des habitudes de construction qu'on a depuis qu'on est enfant, c'est compliqué de se dire que c'est un métier, c'est-à-dire ça rentre pas dans aucune case.
Et est-ce que tu trouves qu'aux États-Unis, toi qui as des collègues, j'imagine, outre-Atlantique, est-ce que tu trouves qu'il y a une vision différente quand même Ouais. Alors pour le coup, il y a une vraie vision très professionnelle parce qu'il y a énormément de gens dans la BD qui bossent pour Marvel et DC et Dark Horse, mais qui ne créent pas leur propre personnages, etc. Eux ont une vision des auteurs français qui est, pour le coup, ce sont vraiment 100% des artistes. Une espèce de vision féerique de la France, de vraiment... Des auteurs libres. Ah ouais, puis que les gens, que tout le monde se balade dans la rue en lisant de la BD, adultes, que l'auteur de BD français ne souffre pas de cette image de dessinateur pour enfants, cette bonne blague, en gros, ils imaginent que Angoulême pendant 3 jours, c'est la France toute l'année, quoi. Et ils disent mais quand je serai plus vieux, j'irai m'installer en France et je ferai mes livres et tout. Parce qu'ils rêvent aussi du statut d'auteur en France. Ah oui, on va les déconseiller vivement quand même. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que quand moi je faisais des interviews là-bas, vachement souvent on me posait la question inverse. On me disait alors Pénélope Bagieux, vous pouvez nous parler de comment vous voyez le marché américain, ça doit vous changer par rapport à la France où l'auteur est extrêmement reconnu, où il est vraiment très très important, très pris au sérieux. Et du coup je leur dis non mais je me dis je suis obligée de leur dire, donc je disais non c'est la merde, non. Et c'était pendant qu'il y avait les grèves à Angoulême. Et je disais non, par exemple là l'hiver dernier les auteurs on était dans la rue pour dire que on meurt de faim et que je dis, vous savez il y a 1000 personnes qui vivent de la BD en France, c'est vraiment ridicule. Et mon éditeur avait fini par me dire arrête de dire ça. Tu casses le rêve. Exactement, il m'avait dit si tu pouvais ne pas dire ça parce que pour les gens c'est important d'imaginer que la France c'est quand même le pays des artistes. Commence pas à dire que c'est le pays de la galère, les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Donc trouve un autre discours un peu à mi-chemin. Et du coup c'était marrant, il faut pas leur casser leur baraque, il faut penser que la France, les auteurs de BD sont des rockstars millionnaires et que tout le monde lit de la BD et qu'on est hyper bien considéré. C'est drôle. Mais c'est vrai que dans les perceptions, c'est le droit d'auteur à la française. Il y avait une petite vidéo explicative là-dessus, mais c'est vrai que c'est un droit dans sa philosophie qui est tellement personnaliste et protecteur dans l'idée, sauf que concrètement, on ne le ressent que très peu, puisque de fait, c'est triste à dire, mais la loi de 57 sur le droit d'auteur est très profitable aux exploitants des œuvres, c'est-à-dire qu'on dit que c'est le droit d'auteur, voilà. Mais à partir du moment où vous cédez tous vos droits à un tiers qui exploite et qui en fait ce qu'il veut après, on a le droit moral, mais... Bon, le droit moral, compliqué de dire stop. Je pense que ce qui participe à donner cette impression que c'est une terre promise, c'est l'existence des librairies, qui est un truc qu'il n'y a quand même pas aux États-Unis. Le fait qu'il y ait le prix unique du livre, qu'on ne puisse pas se retrouver avec son livre soldé à 2 balles, ça c'est quand même le rêve pour les auteurs américains. Donc il y a quand même un arsenal juridique qui a l'air très séduisant vu les États-Unis, et puis le fait que ce soit pas très difficile d'être édité. Après, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est plus compliqué de gagner de l'argent. Mais le fait que tu puisses trouver un éditeur en BD en France, par exemple, sans trop de difficultés, parce qu'on produit énormément de BD et qu'il y a plein de maisons d'édition, et que tu ne sois pas obligé forcément de dessiner Spider-Man pendant 20 ans pour faire quelque chose. Voilà. Donc il faut aussi leur dire, oui, mais bon, c'est pas non plus un système parfait, quoi. Mais moi, j'avais trouvé que c'est aussi ce qui faisait qu'il y avait une BD indépendante hyper forte aux États-Unis, c'est le fait de vivre dans l'ombre d'une industrie tellement inimaginable en France. Enfin, voir un Comic-Con, c'est un truc à faire une fois parce que c'est pas un salon de BD, quoi. Donc, pour eux, il y a ça. Et quand on fait d'autres choses dans son coin, on sait qu'on a aucune chance d'en vivre, mais ça va être une BD très personnelle et tout ça. Et c'est pour ça aussi que quand ils viennent à Angoulême, il y a un truc qui les émerveille, c'est qu'ils disent il y a que des livres. Il n'y a pas de bagnole, il n'y a pas de trucs de cinéma et tout. C'est que c'est vraiment que des gens qui sont là pour les livres. Et moi, je trouvais ça assez charmant. Bon, en plus, j'avais la nostalgie, le mal du pays de dingue. Donc, dès que quelqu'un me disait c'est quand même super la France, je disais oui, c'est vraiment génial. Mais ça, c'était l'effet mal du pays, oui. Non, mais en effet. C'est quand même un beau pays. Mais c'est vrai que ce truc très protecteur du livre est un peu une vision très romantique de l'auteur pauvre, mais très romantique. C'est quand même un truc très français, quoi. Oui, c'est très français, mais c'est vrai, ce que tu as dit était très juste sur l'arsenal juridique qui protège le livre dans son ensemble, et c'est vrai, le prix unique, c'est vraiment formidable, c'est envié par d'autres pays. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul maillon, je dirais, qui a été oublié de toutes ces dispositions protectrices.
C'est nous. Et c'est ça le souci. Et c'est vrai que l'aspect industrialisé aux États-Unis et sur les comics et sur ces franchises, parce que c'est vraiment de la franchise en réalité, ça diffère un peu de nous. On a, nous, des franchises malgré tout de BD qui durent depuis des décennies, franco-belges, etc. Mais là, on est un peu dans un entre-deux et en ce moment, les choses ne se sont pas vraiment arrangées côté BD. Là, on le voit en ce moment avec toutes les mobilisations. C'est très compliqué. Donc, c'est vrai que sans en faire un Eldorado, parce qu'il y a une particularité aux États-Unis quand même qu'il faut qu'on précise. Je crois qu'il y a une exception pour d'ailleurs les auteurs-autrices de BD là-dessus, mais c'est qu'en fait, les auteurs sont considérés comme des entreprises aux États-Unis. Enfin, les écrivains-écrivaines. Contrairement aux scénaristes qui sont vraiment considérés comme des salariés, les écrivains-écrivaines sont considérés comme des entreprises, ce qui fait que la loi qui permet la libre concurrence fait qu'ils ne peuvent jamais signer de minimum ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est toujours à nuancer. Anna, est-ce qu'il y a des choses, et Célia, que vous voulez ajouter par rapport à ce qu'a dit Pénélope? Oui, justement, parce que je suis contente que Pénélope a parlé, et toi aussi, de bons côtés de la France, parce qu'il y en a. Et c'est juste que... C'est juste qu'ici, en France, c'est formidable qu'on a quand même des écrivains qui sont considérés comme des artistes. Et puis, il y a les lois qui protègent les livres. Et c'est juste que les éditeurs sont trop puissants en quelque sorte. Et par exemple, donc il faut rééquilibrer les choses. Il faut rééquilibrer les choses et donner la place aux écrivains, aux auteurs, aux autrices, la place qui leur appartient. Parce que très souvent, ici en France, c'est le seul pays où on entend un éditeur qui dit « j'ai gagné le prix d'Angoulême, j'ai gagné le prix ». Et dans d'autres pays, tu vas jamais entendre ça. Dans d'autres pays, c'est l'auteur ou l'autrice qui ont gagné le prix littéraire. Tandis qu'ici, c'est l'éditeur qui a gagné le prix littéraire. Et c'est une grande différence parce que qui aussi confirme ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on ne donne pas la place suffisamment importante aux artistes, aux auteurs et aux autrices. Et c'est parce que cette relation entre éditeur et auteur était toujours du côté de l'éditeur et elle persiste encore. Donc, il faut rééquilibrer les choses. Et peut-être cette nouvelle génération des éditeurs qui arrive, qui est beaucoup plus ouverte aux agents déjà et qui a un petit peu et qui voyage, qui est un petit peu plus ouvert vers étranger et observe c'est ce qui se passe à l'étranger, qui ne reste pas fermé en France et qui ne reste pas franco-français, c'est que parfois j'appelle franco-français. Donc, avec cette nouvelle génération, je pense qu'avec cette ouverture, les choses vont changer et vont se rééquilibrer. Moi, mon rêve, c'est d'entendre un éditeur qui dit « Mon auteur donnait son nom à gagner le prix ». Et pas moi j'ai gagné le prix. Déjà ça se sent différence. On va surveiller les prochains prix avec attention. Alors on va passer à la dernière rubrique de notre live, c'est le courrier des artistes, auteurs et autrices. Émilie, générique, le courrier. Alors, on a beaucoup de questions sur le chat, vous pouvez continuer d'ailleurs à en poser. La première est, un auteur anglais touche combien de pourcentage en moyenne sur un livre ? Oui, alors ça dépend en fait du genre de livre qu'il a écrit, bien évidemment. Mais si il a un agent qui est en fait essentiel, comme Pénélope a évoqué aux États-Unis et à Londres, son agent va proposer le livre à plusieurs éditeurs. Et s'il y a plus que deux éditeurs qui sont intéressés, cela va déclencher des enchères. Donc, on peut pas mettre un prix sur des enchères, ça peut monter très très haut. Ça dépend en fait du niveau de concurrence entre les éditeurs qui sont intéressés par le projet. Donc ça en termes d'avance, mais pour les pourcentages de droits d'auteur, généralement pour un grand format, ça commence à 10%, ensuite 12,5%,
et 15%. En général, ce sont les trois. 12,5, c'est précis. Oui. Et pour les poches, ça commence généralement à 7,5% et ça monte jusqu'à 10%. Mais si, bien évidemment, si on est J.K. Rowling, on peut commander, on peut commencer à 25. Voilà. Oui, exactement. Donc c'est une différence assez importante. Oui. Ça, c'est pour des écrivains qui commencent et c'est vraiment moyenne. Oui, en moyenne. Mais ça peut monter beaucoup plus haut. Oui. Oui, parce que, oui, bah en France, la moyenne en littérature jeunesse à 2, c'est 5,2%. Ouais, hélas. Ouais. Alors, autre question. À partir de combien d'ouvrages un auteur intéresse-t-il un agent ? N'est-ce pas aussi ça qui freine l'expansion en France versus le côté automatique du marché anglo-saxon ? Je pense que cette question signifie, est-ce que quelque part les agents littéraires français ne s'intéressent qu'à des auteurs et autrices qui ont déjà un minimum de succès ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Notre rêve, toujours, c'est de justement découvrir un talent et de l'accompagner dès le début vers les sommets de son succès. Ça, c'est le rêve de chaque agent. C'est juste que notre problème en France, c'est que nous recevons les manuscrits, mais c'est d'habitude les manuscrits ou les projets pour les livres, c'est les projets pour les livres qui ont été déjà refusés par tous les éditeurs en France. Et ça arrive chez nous en dernier. On nous demande au secours, tout le monde a refusé, est-ce que vous pouvez me représenter ? Mais donc, généralement, on ne reçoit pas beaucoup de bons projets de la part de débutants. Mais on est très ouvert. Au contraire, si on peut, par exemple, nous avons toutes les deux travaillé en Angleterre. En Angleterre, les réflexes de chaque auteur, c'est d'envoyer son projet, son manuscrit à l'agent d'abord. Et dans l'agence où j'ai travaillé pendant très longtemps à Londres, nous avons reçu des milliers de manuscrits, précisément la même situation chez l'éditeur en France. Donc, parmi des milliers de manuscrits qu'on étudie, on choisit toujours celui qu'on peut mener à bien, celui où on veut représenter. Tandis qu'ici en France, c'est ça la difficulté, c'est ça que les écrivains ne viennent pas nous voir spontanément. C'est toujours soit c'est plus confidentiel. C'est vrai que le réflexe, ça va être de dire j'envoie mon manuscrit à des grandes maisons d'édition. C'est souvent comme ça qu'il y a un raisonnement. Exactement. Mais est-ce que quand même en termes de rentabilité, il faut quand même que l'agent construise un modèle économique parce qu'il a 10-15% des droits sur ce que touche l'auteur. Donc, il ne peut pas que lancer, entre guillemets, des débutants. Il y a quand même un modèle économique à construire. Détrompez-moi, mais où il faut quand même qu'il génère un certain nombre de revenus pour son auteur ou l'autrice, pour lui-même rentrer dans ses frais. Parce que c'est quand même, il faut faire tourner une agence, quoi. Absolument, mais c'est pareil pour des maisons d'édition. Des maisons d'édition aussi publient des livres qui sont livres commerciaux et qui se vendent à beaucoup d'exemplaires, et le livre plus intimiste qui se vend à très peu d'exemplaires. Donc, il faut cet équilibre. Bien évidemment. On ne peut pas représenter l'agence seulement des écrivains qui se vendent à 1000 exemplaires. Non, on doit équilibrer. Donc, il nous faut quelqu'un qui écrit la littérature commerciale qui va se vendre à beaucoup d'exemplaires. Et puis, dans ces cas-là, on gagne notre commission avec celui qui se vend à beaucoup d'exemplaires et qui est plus commercial. Et on peut se permettre de représenter quelqu'un qui ne se vend pas, un débutant, qu'on va accompagner dès le début. Et ça, vraiment, c'est notre rêve. On adore ça. On adore, on a toujours fait ça. Et en même temps, on va négocier des contrats à l'étranger avec un éditeur en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et donc ça aussi, ça rentre dans la rentabilité de... Absolument, parce que quand on prend représentation de notaires français, on garde toujours le droit étranger et le droit cinématographique. Donc, on ne vend que le droit français à un éditeur français. Et comme ça, on peut, avec chaque vente, comme Sylvia a bien expliqué, on rentabilise
cette représentation, parce que en France, on va négocier un contrat qui va être un peu plus bas qu'en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, etc., etc., etc. Très bien. On a encore une question, il y a vraiment plein de questions sur ce sujet. Bonjour, je suis étudiante en édition et j'ai l'impression, après plusieurs discussions avec des éditeurs, qu'ils ont peur de perdre leur relation privilégiée avec les auteurs et la relation littéraire. J'ai entendu une éditrice qui refuse de travailler avec des auteurs qui ont des agents car elle ne veut pas laisser son lien de suivi d'auteur. Ah, j'ai envie que Pénélope nous réponde là-dessus. Génial. J'adore cette histoire. C'est vrai que je pense que c'est vraiment le rapport avec l'auteur qu'ils ont peur de perdre en prenant un agent. Non mais... Ou peut-être un peu d'argent. Moi, mon rapport avec mon éditeur, il est renforcé et il est beaucoup plus détendu parce qu'on ne se parle jamais d'argent, lui et moi. Au contraire, quand on se voit, on ne fait que parler de projets, d'écriture. On peut se faire des repas sans sale ambiance où on se dit qu'avant le café, il faut qu'on ait abordé la question d'argent. Parce que c'est réglé en fait. Et quand il fait des petites percées de tentatives pour me dire oui, dis donc ton agent machin, je lui dis m'intéresse pas. Et on a une super relation, au contraire. Ce serait horrible de me dire qu'il faut que j'arrive à lui parler d'argent pendant un moment où on est censé se parler de travail, ou que j'ai du ressentiment parce que je trouve qu'il me traite mal et que mon contrat c'est quand même super de me dire que c'est réglé en fait. Ça ne veut pas dire que le contrat est parfait, mais en tout cas, c'est plus à moi d'essayer de changer les choses. Donc, vraiment, au contraire, je ne sais pas si c'est vraiment de la bonne foi de la part de cette éditrice qui dit ça, mais c'est faux. On a un rapport beaucoup plus à la cool avec un auteur quand on ne parle pas d'argent, en fait. Oui, et puis professionnellement, il y a un moment où, comment dire, ces liens très affectifs qui sont un peu culturels aussi dans le milieu de l'édition, c'est-à-dire qu'on déjeune, etc. Voilà, on a une autrice que j'aime beaucoup, Sophie, qui dit souvent qu'elle refuse maintenant les déjeuners, elle parle de réunion de travail pour bien clarifier les choses. Mais c'est vrai qu'on a ce rapport et quelque part, l'affect, quand soudain il bascule parce qu'on commence à parler de contrat, c'est peut-être parce qu'il y a une forme de, je dirais pas de manipulation, mais en tout cas de jeu, de séduction qui n'est pas que sur l'œuvre, qui est un peu global. Et une fois qu'on remet les choses à leur place professionnellement, je dirais que même les vraies amitiés peuvent se nouer parce que quelque part elles sont dépourvues maintenant de cette dimension de négociation sous-jacente, etc. Donc, si vous voulez une belle relation avec vos auteurs et autrices, on peut aussi retirer de cette équation la dimension de négociation qui n'est jamais très agréable. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est très dur de se défendre soi-même. Moi, j'ai appris à me défendre moi-même sur mes contrats après avoir fait du militantisme, c'est-à-dire après avoir défendu les autres. C'est quelque chose qui est pas évident, d'avoir confiance en soi assez, de maîtriser les sujets. Alors, Samantha, je pourrais ajouter juste une chose. Bien sûr. En fait, je trouve en tant d'anglaise dans cette situation que il y a une idée que l'argent est en quelque sorte sale, ou de parler de l'argent, ça salit en quelque sorte l'art. Et que les discussions qui parlent d'augmenter, par exemple, les avances sont des discussions qui sont forcément gênantes. Et je pense que c'est pas forcément, ça doit pas être le cas, juste de pouvoir être assez professionnel et dire que l'argent n'est pas un gros mot et que, en fait, il peut y avoir des conversations où c'est pas quelque chose qui va gêner tout le monde. J'aimerais juste ajouter ça. Oui, c'est vrai. Et culturellement, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est peut-être plus direct dans le rapport à l'étranger qu'en France. On sent que, même entre auteurs et autrices, maintenant il y a beaucoup de groupes fermés sur Internet où les gens se disent très clairement leur rémunération, avec quel éditeur, etc. Et il n'y a pas si longtemps, on sentait que parfois c'était, en tout cas en littérature jeunesse, un peu tabou. C'était alors t'as eu combien ? Une sorte de petit stress, quoi. Moi, je me souviens d'un éditeur qui m'a dit un jour, par contre, ton avaloir, faut pas du tout que tu en parles avec les autres. Oui, il y a, si je peux ajouter quelque chose, il y a un gros enjeu de la part des éditeurs français pour garder cette relation directe parce qu'on garde tous les droits des notaires dans les maisons d'édition françaises, à la différence justement de maisons anglo-saxons où il n'y a que les droits pour la langue anglaise qui peuvent être gardés par une maison d'édition et négociés par l'agent. Et aussi une autre différence, qu'ici, quand une maison d'édition en France garde tous les droits, donc les droits étrangers, les droits audiovisuels, etc., il prend
50% de tous ces ventes, de tous ces droits. Et c'est du jamais vu. Dans aucun autre pays, ça n'existait pas. S'il y a une maison d'édition américaine ou anglaise, si cette maison d'édition négocie le droit pour le monde entier avec l'agent représentant de l'auteur, il ne garde que 20%. Précisément, la commission de l'agent. L'agent prend 20% de commission sur le droit étranger, tandis qu'une maison d'édition en France prend 50%. Même chose pour maison d'édition américaine ou anglaise, il n'y a que 20% que la maison garde et 80% va chez l'écrivain. Donc, c'est aussi ça, c'est que les maisons d'édition en France essayent de protéger cette tradition de garder tous les droits et d'essayer de vendre ces droits-là avec 50% de commission, qui est une énorme commission, et ça, bien évidemment, appauvrit les auteurs. Et je ne sais pas comment ça se passe en littérature, mais en BD, par exemple, la majorité des éditeurs, et vraiment des gros éditeurs, disent à l'auteur que céder ses droits audiovisuels, c'est obligatoire et automatique. Oh non. Ça n'a jamais existé de garder ses droits audiovisuels. Et donc, une fois, deux fois, trois fois, on se dit, bon, c'est la règle, c'est comme ça. Et quand on commence à questionner ça et à dire, mais ça n'a aucun sens, en fait. Parce que mais c'est pas son travail, de vendre des droits audiovisuels. Il y a un autre travail, pourquoi c'est vous qui gardez ça? Et en fait, quand on commence à être 1, 2, 3, 4 à dire, bah non, en fait, et ils disent, bon, bah d'accord, tant pis. Vraiment, ils tentent de dire, malheureusement, c'est la loi, c'est obligatoire. Et puis, non, mais c'est vraiment. Mais ça m'énerve. Quand on sait que le législateur de les années 70 a justement séparé deux contrats distincts pour pas. Voilà. Mais comme on conditionne en effet la signature, voilà, on se retrouve coincé. Non, c'est un autre métier. Et puis les droits audiovisuels, ça peut être des enjeux très conséquents. Moi, j'en sais quelque chose. Mais moi, j'avais cédé mes droits audiovisuels sur un ouvrage. C'est moi qui ai trouvé l'adaptation et voilà, et l'éditeur n'avait rien fait pour ça, et il se retrouvait avec une partie hyper conséquente. Enfin, c'est vraiment un problème là-dessus. Et c'est intéressant la question des périmètres des droits, parce qu'en effet, en France, je pense que c'est là qu'on se fait vraiment avoir, c'est que quelque part, il y a une usurpation. C'est-à-dire que quand on vous dit c'est la loi, il y a une confusion entre le code de la propriété intellectuelle et ce qui est le droit les droits des auteurs purs, et le transfert de propriété. C'est-à-dire, l'éditeur dit non, mais ça, c'est la loi, c'est le droit d'auteur, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah non, en fait, il ne faut pas confondre la cession des droits avec le droit des auteurs. Et cette confusion, évidemment, a bien servi à des choses. Et puis, à moins de se fédérer et d'avoir un peu des échos, c'est assez crédible quand un éditeur, pour un premier contrat, te dit, tu sais, c'est l'usage, en fait, c'est tout le monde comme ça. Il faut vraiment mettre en commun des expériences pour se dire, je crois que ce n'est pas vrai, en fait. Oui, puis bon, c'est vrai qu'on part pas toujours du principe, il me dit n'importe quoi, mais c'est là qu'on a beaucoup de difficultés, même aujourd'hui encore, c'est ce que pointait le rapport Racine, vu qu'il n'y a aucun financement pour des organisations professionnelles, que ça tient sur des bénévoles à bout de bras, en face c'est des syndicats qui ont des millions et des millions d'euros, enfin qu'est-ce qu'on peut peser quelque part dans la balance, c'est compliqué. Il y a une autre question qui n'arrête pas d'être posée, comment trouver un agent littéraire ? Voilà, il faut contacter un agent littéraire de son choix et lui parler de son projet et envoyer le projet, et par la suite, agent littéraire répond et dit oui, c'est intéressant, je voudrais vous représenter. Non, pour ce projet, c'est une autre agence qui serait mieux pour vous, parce que moi, je suis spécialisée, par exemple, en littérature, mais vous écrivez le BD, donc je vais vous diriger vers une autre agence qui est spécialisée en BD. Donc, il faut tout simplement contacter une agence littéraire de son choix et voilà, attendre la réponse et la réponse viendra. Et peut-être qu'il existe une liste quelque part. Pardon ? Est-ce qu'il existe une liste ? Parce qu'en fait, dans les choses qu'on voit, comme en effet c'est un métier qui n'est pas encore réglementé, il y a des agents littéraires très sérieux. Mais on a aussi des agences qui se sont développées, qui vont prendre 30-40% sur les droits des auteurs. Donc on se retrouve dans le schéma inverse de dire « Ah super, on va être représenté par un agent ». Et il y a des agences peu scrupuleuses aussi qui se montent. Comment on a des garde-fous et des garanties que ces agences soient éthiques ? Est-ce qu'il y a une liste, le syndicat des agents ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à ce sujet ? Absolument, tu as touché quelque chose de très important, parce que dans notre syndicat des agents,
Nous avons publié sur notre site internet aussi la charte avec tous les principes et puis tous les usages des agents littéraires. Et nous acceptons dans notre syndicat seulement les agents qui respectent ces usages-là. S'ils font différemment, si leurs pratiques sont différentes et n'est pas complètement conforme avec ce que nous conseillons, et nous n'acceptons pas ces agents-là dans notre syndicat. Et ça nous arrive très souvent d'ailleurs, qu'il y a un agent qui nous contacte dans un syndicat et qui dit « je voudrais joindre le syndicat des agents littéraires » et on les questionne, on demande comment vous travaillez, qu'est-ce que vous touchez comme commission, etc., etc. Et si ce n'est pas conforme, on l'accepte pas dans notre syndicat. Donc, il faut vérifier tout d'abord si l'agence littéraire fait partie des syndicats, des agents littéraires. Et si oui, c'est sûr que cette agence-là pratique tout comme il faut. En fait, voilà, c'est très simple. Ce sont les pratiques il y a la liste de comment ça se passe et tout est expliqué sur le site des syndicats. Très bien. Je vous invite à aller voir le syndicat des agents littéraires français. On arrive à la fin de ce live. Pénélope, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Qu'est-ce que t'a inspiré tous ces échanges? J'ai l'impression que la morale de l'histoire, c'est quand même, à part de se méfier des éditeurs, une autre morale, allez. Il faut considérer son travail vraiment comme du travail réel et donc avec des gens pour accompagner cette carrière comme une carrière comme une autre et pas partir du principe qu'un éditeur nous rend service quand il nous fait un contrat et qu'ils sont déjà bien gentils de travailler avec nous. Et c'est tellement dur on en revient à un truc de syndrome de l'imposteur, mais c'est tellement dur de se dire c'est moi qui produis du travail, c'est moi qui crée la richesse, donc c'est difficile, je trouve, de plaquer le jargon, la réflexion et le cadre professionnel au métier qu'on fait, parce que tout nous a toujours été dit dans le sens contraire, mais c'est un métier, des gens gagnent de l'argent grâce à nous, et du coup il faut prendre une grosse bouffée de confiance et se dire mais en fait si, il faut que j'ai des exigences, enfin bon, ça sert aussi à ça, la ligue et tout ça, c'est de se dire il faut le vivre comme un travail, quoi. C'est vrai qu'on a créé la Ligue des auteurs professionnels avec le mot professionnel parce que de fait, il fallait déjà qu'on revendique qu'on forme une profession. On parle de tellement loin, on nous renvoie tellement qu'en effet, on n'exerce pas des métiers, que voilà, c'est une vague passion dans un coin, etc. On a de la chance. On a de la chance. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on cotise socialement et qu'on paye nos impôts comme des professionnels. Donc, à un moment, ce serait sympa, on a les devoirs qui vont avec, qu'on ait les droits qui aillent en face. Je pense que c'était une bonne conclusion de terminer sur la professionnalité. Merci vraiment à vous toutes et merci à Nicolas d'avoir participé à ce live. Il y avait beaucoup de monde et apparemment ça a généré plein de questions. Vous pouvez évidemment le voir en replay et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine web émission. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci.